Le soleil se lève et se couche avec elle. J'aurais adoré trouver cette phrase. C'est une phrase de Val Kilmer à Robert De Niro dans Hit de Michael Mann. Si le film avait eu moins de succès, j'aurais pu faire croire qu'elle valait de moi. J'aurais pu écrire un texto à Cécile en lui disant « Le soleil se lève et se couche avec toi ». Mais en même temps, la plus belle marque de respect pour l'être cher qui partage notre vie, que ce soit un homme ou une femme, c'est justement de ne pas en parler dans un documentaire. C'est la meilleure façon de garder ça pour nous, de montrer que ça se passe ailleurs. C'est comme ça. Et c'est suffisant. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. En fait, c'est ce petit arbre qui m'a chopé. Je me suis fait avoir avec le petit arbre. C'est hallucinant. Il est tout seul. Comme moi. Comme nous. C'est sublime. Là, j'ai un copain qui me rejoint, donc je vais redémarrer parce que je suis pas en lit. Qui me voit pleurer. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Avec qui nous allons parler aujourd'hui d'une sortie importante, en tout cas dans le cadre médiatique, à savoir The Brutalist de Danny Corbett. Oh, tu fais exprès, D'Abby Brady Corbett. Oh, je vais réussir. Il a un nom de héros dessin animé, mais voilà. Bon, le monsieur de Mélancolia. Voilà. Bon, on évoquera en tout cas The Brutalist, bien évidemment, qui nous est vendu comme un chef-d'œuvre et tout team, et qui risque de rafler des prix aux Oscars comme il a pu avoir d'autres prix ailleurs. Et puis nous évoquerons aussi quand même dans cette émission un documentaire qui est disponible sur Arte, Cœur sanglant, un documentaire, j'ai encore oublié le nom du réalisateur, tu m'excuseras. Ah oui, alors ça par contre, Alban de Mazières, voilà. Et puis ils sont deux, voilà. Sur Vincent Lindon, donc ça sera pour en gros c'est un film de Vincent Lindon, hein, de toute façon. Oui, on évoquera ça en deuxième partie d'émission. Démarrons donc avec The Brutalist, donc comme je disais, qui est vendu, alors c'est vraiment par des publicistes, hein, comme un chef-d'œuvre, comme un grand film du cinéma américain, tout team. Et en effet, ça pose problème. Avant d'aller voir un film qui nous soit vendu comme ça, enfin, tu m'excuses, hein, mais je voulais démarrer la chronique quand même par ça, à savoir que moi ça me freine un poil quand un film est vendu un peu par tout le monde, hein, à savoir par la publicité comme par les médias, les critiques, qui en effet affirment qu'on a affaire à un très grand film. Voilà, ça freine un poil. Rapidement, même si c'est connu, donc le film évoque par fiction, hein, d'ailleurs, le trajet d'un architecte qui revient de la Seconde Guerre mondiale en Europe, qui arrive aux États-Unis, qui va démarrer par un petit boulot pour construire une bibliothèque pour un riche personnage, qui finalement va l'engager pour construire un grand bâtiment qui serait à la fois une salle de sport, un lieu de recueillement, et puis plein d'autres choses, bibliothèque, mais que pour faire en sorte que ça ressemble à un seul immeuble,
quand même. Et voilà, grosso modo, ça va être ça l'histoire sur 3h30. Bien évidemment, avec les luttes entre le créateur et le producteur. Et donc, ce réalisateur, Corbett, dont c'est le 3e long métrage. Les 2 précédents ne sont pas sortis en France, malgré la présence de Nathalie Portman dans celui d'avant, Vox Lux, et puis un récit qui pouvait déjà intéresser les Européens dans le premier, dont j'ai oublié le nom. Des films que je n'ai pas vus d'ailleurs, qui ne sont pas disponibles par chez nous, à ma connaissance. Pas légalement, en tout cas. Pas légalement. Donc je n'ai pas pu les voir parce que moi je regarde des films légalement, comme n'importe quel chronique. Bon citoyen. Et je suis professionnel, donc je fais les choses comme un professionnel. Il aurait pu être disponible parce qu'il y a une adaptation de Jean-Paul Sartre quand même. Oh, quand même, voilà. Non, mais ce que je disais, il y avait vraiment de quoi intéresser le public européen et le public d'art et essai, le public de l'Arvor, où on enregistre cette émission, par exemple. Il y avait vraiment un public potentiel. Le fait est que je suis très content pour lui. Visiblement, il a passé beaucoup de temps à préparer son film. Il a été empêché par le Covid aussi pour le tourner. Il a eu un budget assez minime quand même. C'était quelques millions de dollars, 10 peut-être. Ce qui n'est rien, surtout comparé à ce qu'on voit sur l'écran en fait. Et en effet... mon inquiétude, c'est là où je voulais en venir, par rapport à la façon dont il était vendu, c'est de me retrouver face à un objet qui ressemble à There Will Be Blood, par exemple, un film à Paul Thomas Anderson, ou à un objet qui essaye de péter plus haut que son cul. Et c'est vrai que rien qu'avec le sujet, un architecte, un juif qui est rescapé des camps de la mort, qui arrive aux États-Unis, et des soucis de construction, des conflits entre un créateur et son mécène, il y avait de quoi m'inquiéter en fait, et que ça soit vraiment un objet, en plus produit par A24, enfin en tout cas dans les distributeurs ou coproducteurs, il y a A24. Et c'est vrai que je commence à avoir un petit peu la dent dure sur ces productions-là, qui depuis quelques années, moi, commencent à m'horripiler plus qu'autre chose, parce qu'en effet, c'est plus du m'as-tu vu dans ces productions A24 qu'autre chose, ou vraiment, regardez, on fait du cinéma. J'y allais un petit peu à reculons quand même sur The Brutalist. Et ma grande surprise, vraiment, ça a été déjà d'avoir un vrai récit, en fait, et d'être embarqué par le récit, de ne pas être constamment à me dire pendant le long métrage « Ah tiens, je suis en train de regarder du cinéma. Ah, regardez ce que je suis en train de faire. Regardez ce que je veux vous raconter. » Et non, d'être embarqué par un récit. Et on a tendance à oublier quand même qu'on a envie de ça, en fait, d'être embarqué par un récit. Et en effet, d'avoir autour de ça une mise en scène qui nous accroche et qui sublime parfois des moments. Et j'aurais l'impression un peu de cracher dans la soupe si je disais non, c'est pas bien, ou une connerie du genre. J'avais peur aussi que finalement on perde des auditeurs, parce que ça fait un peu trop longtemps, je crois, qu'on dit du bien des films qui sortent. Dernière émission, on a dit du bien du James Mangold. Les émissions précédentes, ça devait être le même genre. C'est-à-dire que le cinéma va bien, grosso modo. En fait, je me suis fait la réflexion la dernière fois, on fait que de dire que le cinéma américain va mal, mais on fait que de mettre des films américains en haut de nos tops, de parler évidemment que de cinéma américain, mais ça c'est parce que c'est peut-être aussi le cinéma dont on parle, on a plus les outils pour en parler, ça c'est sûr, mais aussi au final on dit non, mais en fait il y a quand même toujours des beaux restes, il y a toujours des très bons films qui sortent, quoi. Mais ça arrive quand même, et là malgré tout, oui, en effet je me retrouve un peu con, mais je suis désolé, je vais pas crier au chef-d'œuvre non plus, ou au classique instantané comme ça a pu être dit. On attendra de voir dans 25 ans si le film existe toujours. Moi, le fait est que là, le film, je l'ai vu et je l'ai pas oublié directement après. Il m'en reste encore beaucoup de choses qui me plaisent, qui m'ont plu, qui m'ont touché, qui m'ont ému, Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce film, sans parler même de sentiments, d'un point de vue vraiment très pratique. Le fait, par exemple, qu'on ait en effet un vrai récit, qu'on ait une vraie mise en scène, qu'on ait des acteurs qui sont bons, qu'on ait une vraie bande originale, tout ça, en fait, tu dis, en fait, ça devient un peu exceptionnel. Alors, j'avais peur, moi, de me retrouver justement dans cet état que peuvent avoir d'autres spectateurs ou d'autres critiques, de m'être habitué, en fait, à avoir des choses qui sont pas forcément folichonnes, et en fait, d'un coup, quand on a un truc qui déjà, en fait, est bien fait, on se dit, c'est super. Et donc, il y a peut-être un peu de ça, mais au-delà de ça,
ce que j'ai entendu, je citais Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood, j'ai entendu des gens justement le comparer, en tout cas justement dire que ça ressemblait pas forcément à ça. Et j'irai pas faire une comparaison forcément, mais moi il me semble que la lignée dans laquelle il s'inscrit le plus, sans arriver évidemment à la hauteur de cet objet dont je vais parler, mais c'était une fois en Amérique. Dans justement à la fois son récit, à savoir quelqu'un en effet qui cherche à aboutir à un rêve, entre guillemets, par des séquences. Je pense justement à la séquence qu'on a pu entendre, même si on ne l'a pas passé en entier, en post-générique. Mais et ça m'a ramené à ça aussi, en fait, à savoir un personnage qui ne sera jamais présenté justement comme un saint ou comme ce personnage qui mériterait d'avoir justement la réussite qu'il recherche en fait, mais qui a les espoirs qui lui sont proposés en fait par un univers, que ça soit un pays ou un espace cinématographique en fait, mais qui cherche à atteindre voilà un aboutissement personnel qui serait gigantesque en fait, comme c'était le cas de Noodles dans Une fois d'Amérique, hein, qui est à la fois un personnage un peu minable et qui en même temps a des espoirs gigantesques et qui en effet à un moment arrive à des choses. Là on a affaire à un personnage qui me semble assez similaire et qui va nous être présenté de façon assez similaire justement avec tout justement ses faiblesses, et on a envie malgré tout qu'il parvienne à quelque chose. Et puis en effet l'ampleur de la mise en scène, sans parler de gigantisme ou de prétention, parce que j'ai pas ressenti de prétention dans la mise en scène, mais d'ambition en tout cas, une vraie ambition. Alors en effet, encore une fois je le répète, on n'est pas du tout au niveau d'un film comme Titus en Amérique, mais pour moi l'influence elle est plutôt là en fait. Ouais, moi je dirais pas ça, hein. Enfin que l'influence est du côté du Titus en Amérique, mais par contre ceci dit, évidemment il y a ce problème que le film non pas à son corps défendant, et ça c'est vraiment le truc qui me gêne le plus dans le film, c'est qu'il clame en tout cas de tous les pores de sa peau quelque part la prétention de s'inscrire dans une grande forme qui est effectivement celle de L'étude une fois en Amérique, mais qui pourrait être aussi bien celle de Voyage au bout de l'enfer, de toute la grande forme du cinéma américain, de Laurence d'Arabie, qui est hérité de ces grandes fresques hollywoodiennes, à la King Vidor, à la Cimino, à la Sergio Leone, à tout ce qui peut s'en suivre, qui veut en tout cas faire dialoguer la petite histoire de l'intime d'un personnage avec la grande histoire qui serait celle de l'Amérique. Donc, et qui veut s'inscrire formellement un peu là-dedans. Donc il y a quelque chose dans le projet qui de toute façon est allégorique, a une dimension allégorique évidemment évidente, en tout cas qui est évidente pour n'importe quel que soit le spectateur, hein. C'est pas une métaphore cachée ou je sais pas quoi. C'est pas Scarface, à la limite on pourrait dire c'est Scarface aussi, hein. C'est un immigré qui arrive aux États-Unis, qui a un rêve et qui veut l'appliquer ou je sais pas quoi, et qui a affaire avec les puissances du capitalisme. J'évoquais la forme quand même. Mais en fait Scarface, voilà, il n'a pas la forme d'un grand immense chef-d'œuvre, mais au final c'est un récit qui est relativement similaire. C'est aussi un film qui raconte le mépris des immigrés au final. Voilà, il raconte sensiblement la même chose. Mais Scarface, il a un côté un petit peu très vulgose dans la forme, mais au bon sens du terme, qui fait que non, il échappe à ce truc de grande forme. En tout cas, il s'inscrit là-dedans. Moi, effectivement, je partage avec toi les inquiétudes que je pouvais avoir, mais qui sont toujours un peu délicates à commenter, parce que d'une part, c'est délicat, parce qu'en fait, c'est incontournable. C'est que évidemment on parle du film alors qu'il vient de sortir. Le film est accompagné de tout le bruit médiatique. Le bruit médiatique, c'est quoi ? C'est les festivals, c'est les médias et compagnie, c'est les gros trucs qu'on voit sur l'affiche, Monumental, chef-d'œuvre ou je sais pas quoi, et c'est un peu difficile de considérer ce film là en dehors du bruit médiatique qu'il peut générer.
Bon, moi, c'est vrai que j'avais une inquiétude et aussi une espérance aussi, parce que qui correspond aussi à mon amour du cinéma américain que tu as dit, c'est-à-dire l'envie quand même de voir des trucs qui te plaisent, quoi, enfin où tu as envie, t'as envie de prendre du plaisir aussi, tu as envie d'être embarqué. Et moi, clairement, moi, j'ai été hyper embarqué par le film, quoi. Enfin, je trouve que, et alors même que j'ai vraiment un gros, j'ai envie de dire, ouais, en tout cas, j'ai un gros signal d'alarme très performant chez moi sur le truc, et peut-être à tort, hein, qui peut-être fonctionne pas très bien, mais moi, par exemple, moi je comprends très bien qu'on puisse comparer ce film-là à There Will Be Blood, moi je n'aime pas du tout There Will Be Blood. Enfin, j'aime pas du tout. C'est un film en tout cas qui, à sa sortie, où moi je m'étais dit, voilà, c'est typiquement le genre de film qui prend la grande forme et qui me paraissait être vraiment ce truc de la limousine avec le moteur de 2 chevaux, le film qui prend toutes les allures du sur-chef-d'œuvre à la Kubrick, mais qui au final carbure à pas grand-chose. Voilà, bon, c'est un film que non pas j'ai appris à aimer parce que je l'ai revu, c'est pas un film que je déteste, mais que je trouve assez limité. Donc moi, ce film-là, clairement, je m'attendais au mieux, hein, quelque chose comme There Will Be Blood, c'est-à-dire un truc où, au final tu dis d'arriver à ce degré d'amour que je peux avoir désormais sur There Will Be Blood, en me disant putain, ouais, c'est quand même bon, c'est pas dégueulasse, quoi. Voilà, c'est Non, mais il y a vraiment évidemment. ce truc où Paul Thomas Anderson, qui sont des fresques qui a un truc un peu particulier à There Will. Enfin, moi je pense que la comparaison avec Paul Thomas Anderson, elle est adéquate, parce que Paul Thomas Anderson, effectivement, tu as un goût de la grande forme, tu as un goût d'un grand spectacle, mais pas un grand spectacle à l'hollywoodienne vraiment, mais un grand spectacle à la Kubrick. Donc un grand spectacle qui soit très cérébral, c'est-à-dire avec un côté très monumental, très cérébral, très allégorique, voilà, mais qui fait plus appel à l'intellect qu'à un grand spectacle qui serait de l'ordre de l'opulence figurative et spectaculaire, qui serait l'école du grand spectacle à l'hollywoodienne, qui au contraire, où on peut se dire, voilà, c'est les péplums, il y en a partout, on vous balance du spectacle plein la tronche. Chez la grande opulence à la PTA, il y a vraiment ce truc de ce grand spectacle va avec un certain goût de l'ascétisme, de l'épure, du conceptuel, qui est très propre à Kubrick, avec voilà, son goût pour voilà, une sorte de Mais mise du en scène. postmodernisme aussi, beaucoup. Oui, bien sûr, mais là-dedans. bon, ça c'est encore autre chose. Mais vraiment, ce truc de. Et ouais, voilà, je vais insister là-dessus, mais ce truc, voilà, il y a une sorte, une sorte de synthétisme de la mise en scène qui fait que chaque personnage est là aussi, hein, pour incarner une idée. C'est ce qu'il y a chez Kubrick, c'est ce vers quoi tend Paul Thomas Anderson. Et moi, je sais que ce que j'aime pas chez Paul Thomas Anderson, où je me questionne toujours un peu là-dessus, mais je me dis, mais moi, ces films, j'ai toujours l'impression que voilà, les personnages auxquels il s'intéresse ne l'intéressent au final, enfin en tout cas, c'est des personnages qu'il n'aime pas. Qu'il regarde un petit peu de haut, Des marionnettes un peu. qui sont là pour servir un petit peu son propos, et au final je trouve les films un peu désagréables, parce que voilà, au final moi je regarde ça, je suis d'accord avec ce qu'il dit, le capitalisme c'est mal, c'est une forme contemporaine du vampirisme et tout ça, voilà, bon voilà, très bien. C'est vrai que ouais, The Brutalist, bon, moi c'est encore tout frais, parce qu'en fait je l'ai fini que ce matin et je l'ai mal vu, parce que je l'ai vu en plusieurs fois. Et c'est vrai que j'ai quand même un rapport plutôt positif à mon visionnage du truc. Ne serait-ce parce que, effectivement, il y a ce truc de la grande forme, d'une sorte de goût un petit peu d'un cinéma très, Alors, c'est très affiché VistaVision. Vistavision. Et puis La pause au milieu du film, comme dans les années 60. Enfin, vraiment, on cherche à il y a reproduire. ça, en et fait. puis il y a ce truc de ce goût pour des images qui seraient, il y a une aspiration à l'absolu transcendantal. Je dis des gros mots, mais
Mais en même temps, contemplatif. je les pèse, mais c'est vraiment, en fait, il y a ce truc où tu sens que tu as une envie, que quand on filme une montagne, c'est à la fois la montagne que tu filmes et c'est l'idée de la montagne. Quand on filme un bâtiment, c'est à la fois le bâtiment, c'est très concret, mais aussi on filme l'idée du bâtiment. Donc à la fois, on a vraiment dans une puissance, une volonté de puissance figurative, très hollywoodienne, genre on monte quelque chose, il faut lui accorder toute sa corporalité ou toute sa matérialité, et en même temps il faut on va chercher l'idée derrière. Il y a un côté comme ça qui est très volontaire chez lui, évidemment que bon, qui que ce soit, hein, quand on filme la Statue de la Liberté, on peut pas filmer la Statue de la Liberté, c'est pas possible. De façon, Il y en a plein qui sont capables de le faire. Non, mais en fait, on peut le faire. De toute façon, on ne peut pas le faire sans filmer le symbole derrière. Mais évidemment, c'est la Statue de la Liberté. Mais chez lui, voilà, il filme tout un peu comme quand il filme la Statue de la Liberté au début, c'est-à-dire que voilà, il y a un côté, on filme aussi le symbole derrière, l'allégorie, tout ça. Mais il y a un truc que moi j'aime, que je trouve qui m'a un peu capté dans le film, c'est que je le trouve en même temps hyper un peu vulgaire, très corporel, mais dans le sens le plus craspec du terme, en fait, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me fascine dans le film, et encore une fois, c'est très frais chez moi, c'est que je pense que c'est même, c'est mon hypothèse en tout cas, que c'est le corps du sujet, c'est que ce type-là, il est dans une aspiration à une sorte d'absolu qui est sa création, le personnage principal, mais il n'est que condamné à sa pure corporalité d'être humain, racialisé, de juif. Il y a une sorte de truc qui est habile et malhabile en même temps, de ce nez cassé sur lequel on le renvoie tout le temps, mais en même temps c'est le nez on voit que ça le renvoie toujours à sa racialisation de juif, et c'est il est toujours, voilà, dans des désirs sexuels, dans du vomi, dans du caca, dans de la faim, dans de la pulsion de drogue, dans une sorte de pure corporalité, mais on sent que c'est quelqu'un qui est habité par une sorte de volonté de s'extraire de ce corps-là pour créer quelque chose, et je pense que c'est aussi le projet. Quelque chose qui correspond à une prison quand même, c'est-à-dire que le brutalisme en question, parce que le brutalisme, c'est vraiment cette forme architecturale qui est née justement en Europe de l'Est, qui a été virée par les nazis, qui les détestaient. Aujourd'hui, c'est Trump qui déteste le brutalisme. Enfin bref, il débarque ici, et le brutalisme, c'est vrai que ça ressemble à... Là par exemple, c'est ce qui est expliqué dans l'épilogue, hein, c'est qu'il cherche à recréer grosso modo le bâtiment de c'est Birkenau ou Dachau où il était, je sais plus. Dachau et Auschwitz. Mais un bâtiment juste Buchenwald, voilà. Il cherche à recréer en fait cette ambiance-là pour faire un bâtiment mémoriel, et puis ensuite c'est une architecture qui sera réexploitée pour des bâtiments administratifs, quoi. Et il y a quelque chose en effet de l'ordre de la prison, comme tu dis, il cherche à s'extraire de son corps, il cherche absolument à ce que son projet soit respecté, à ce que son œuvre soit créée, mais cette œuvre-là, en fait, ça ressemble quand même à s'y méprendre justement à un mausolée, quoi, en fait. Ouais, il y a ça, et je pense qu'en fait, c'est... Ouais, t'as ce truc-là, effectivement, enfin, qui est dévoilé. Il cherche un transfert. Moi, je sais qu'en tout cas, moi, j'ai pas calculé. Effectivement, on pourra revenir là-dessus éventuellement, mais c'est vrai que l'épilogue du film est... Bon, en tout cas, moi, dans les échos que j'ai eu, pas trop aimé, parce que c'est vrai que c'est une explication de texte, mais moi, au final, que j'ai pas détesté pour plein de raisons, mais non seulement parce que je n'avais pas vu ça, que en tout cas, le projet sur lequel le personnage principal se bat, effectivement, est une œuvre de contrebandier total, hein. C'est qu'il vend un mausolée, enfin, pas un mausolée, mais un bâtiment qui serait à la gloire aussi, qui servirait de véhicule à la gloire de son commanditaire. Pour la mère du commanditaire.
Mais qu'il a foutu tellement tout ce qui le constitue, c'est-à-dire la destruction totale de son humanité, qui est son expérience des camps de la mort, qu'il a voulu la transfigurer, la transcender dans une œuvre architecturale qui a à la fois comment on dit, Sublime. la sublime. C'est même pas vraiment le terme. Il y a un autre terme plus juste, mais où il va faire une sorte, pas de catharsis encore. Bon, le mot va m'échapper, mais en tout cas, il va vouloir la subvertir, cette sorte d'attentat total à son humanité, à son âme et à son corps, qui a été la solution finale, et de vouloir transformer ça en beauté. Et ça, mais bon, moi je l'avais pas vu. Mais finir cette entreprise, par contre. C'est-à-dire qu'on apprend à l'épilogue justement qu'il a pu la terminer longtemps avant, mais dans le récit lui-même, on le verra jamais justement terminer ça non plus. Complètement. Mais je pense qu'en fait, même à y réfléchir, mais je me dis, enfin cet épilogue, moi qui m'a surpris, enfin que j'ai même pris, c'est pas du tout le cas, hein, mais comme une sorte de twist, je me suis dit, ouais, ça m'a éclairé le truc qui, effectivement, le fait que ça soit un rescapé des camps de la mort est évidemment hyper important, et on en parle. C'est pas qu'ils en parlent souvent, mais que ça te reste en tête assez longtemps. Les camps de la mort eux-mêmes, en fait, ils évoquent c'est leur quand même judaïté, un hors-champ assez hyper opérant. C'est-à-dire que effectivement, moi intellectuellement, bon, je pouvais le ressentir ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'en fait, au final, c'est hyper important. C'est assez marrant que voilà que ce soit Adrien Brody qui joue le truc, parce qu'il a déjà joué dans le Pianiste notamment, mais qu'au final, je pense que toutes les dynamiques de ce qui est vraiment déployé dans le film. Bon, après, peut-être que je vais dire un truc où c'est peut-être une évidence, hein, mais c'est vraiment ce truc de ce personnage dont on a nié complètement l'humanité, qui arrive dans un pays où on la nie, où tout son cousin chez qui il arrive, lui, il réussit parce que il a réussi à nier, mais de façon très volontariste, son identité propre, en changeant de nom, en se pliant aux desiderata d'une société ou je sais pas quoi, et que lui, il va garder quand même ce petit espoir d'essayer de mettre cette identité propre et de la maintenir, et que voilà, il va évidemment avoir tous les obstacles possibles par le capitalisme et compagnie, mais j'ai l'impression que formellement, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est ses sorties de route, et après peut-être que voilà, je réinsiste là-dessus, mais je me dis c'est quand même et qui reste dans le romanesque, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on suit un récit quand même. Après, il y a un truc où je suis d'accord, et que c'est là où il faut insister, c'est que moi clairement, quand on me dit que le film est chiant, je comprends pas, parce que moi je trouve que le film, de façon romanesque, il est exceptionnel. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce que ça pourrait être très bien 5 épisodes d'une mini-série, oui. Et puis voilà, ça suivrait très bien, parce que moi je trouve que le récit, il est fascinant, c'est super. Mais là où je pense que le film a vraiment plus de qualité, c'est vraiment sur très cinématographique, quoi. Et je pense que voilà, t'as ce truc où voilà, là je perds le film, mais c'est les sorties de route, tu parlais des sorties de route, et c'est vrai que moi par exemple, on en parlait avant l'émission, moi à la fin du film, il y a des moments qui me restent en tête, par exemple, des moments forts qui forment quand même des morceaux, alors je n'irais pas dire des morceaux de bravoure, mais des séquences qui, en y repensant, je me dis que c'est non seulement très très bien écrit, au-delà du... Et justement, on dépasse l'aspect romanesque ou sériel, justement. C'est-à-dire qu'il y a un cœur un petit peu quelque part. Et c'est vrai que dans la deuxième partie, j'ai entendu des gens reprocher en fait à cette deuxième partie d'être un peu trop, justement, peut-être pas bordélique, mais en tout cas que ça tenait moins. Dans cette deuxième partie, il y a un moment fort, c'est tout un voyage en Italie pour aller chercher le marbre. Et moi, je sais que c'est un moment qui m'a marqué, parce que on va passer de la beauté, ou voire du moment de grâce à la brutalité et à l'horreur, en fait, avec une aisance de mise en scène qui, moi, m'a vraiment marqué, en fait, quoi. Évidemment, les gens qui nous écoutent, j'espère, ont déjà vu le film, ou iront le voir, et où vont s'arrêter maintenant. Mais voilà, on débarque en Italie pour aller voir, comme dans le Michelangelo de Konchalovsky, le marbre dans les montagnes, vraiment dans les... comment ça s'appelle,
là où on prend le marbre. Bah, dans les mines de marbre. Les c'est mines, pas ouais, des je mines cherchais de un marbre, autre mot, mais- un mais- mot plus, voilà. Ouais. Mais on va découvrir, voilà, où ce producteur, Mm. parce que pour moi c'est un producteur, Mm. hein, vraiment, va découvrir le marbre. On va arroser le marbre d'eau pour le faire apparaître justement toute sa beauté, Toutes la ces révélation. nervures et tout ça. Enfin, c'est vraiment la révélation. Mm. Puis les fêtes justement dans les mines, puis ce viol, puis ce départ. Et cette séquence qui doit durer au bas mot 20 minutes, plus une demi-heure peut-être, qui est pour moi un vrai beau moment de cinéma en Oui, fait. oui, oui. Enfin, moi, je pense qu'elle n'a pas vu une scène aussi dingo depuis très longtemps, en fait. Hein. C'est qu'il y a vraiment... En fait, ça m'a évoqué évidemment plein de choses. Hein. Après, la première chose que je me dis, c'est qu'ils vont en Italie. Tiens, bah ouais, voilà, c'est le parrain, quoi. Ils vont en Italie. Il y a un peu de ça. Et c'est vrai que quand ils sont au tout début de cette scène-là, où ils sont tous les deux dans un café voilà. et tout ça, tu dis, et putain, là d'un coup, ça respire dans le film. Tu dis, putain, c'est incroyable. Ça respire. Et c'est à la fois complètement fantasmatique. Et ça, j'aimerais bien revenir là-dessus. Il y a un vrai rapport dans le film aussi. C'est l'Europe qui... Enfin, il y a une pure dialectique entre l'Europe et l'Amérique, quoi. C'est que l'Amérique, on est dans un truc qui est marqué du niveau de la vulgarité, du capitalisme, de l'argent, du complexe de ce grand patron capitaliste qui fantasme complètement sur la culture de l'Europe et tout ça, mais qui en même temps qui la méprise. Et puis, quand ça arrive en Europe, c'est exactement à peu près un trajet similaire que quand le parrain, on est dans la pure puissance capitaliste des mecs, et puis on revient à une sorte de truc virginal, virginal, mais qui est en même temps du pur fantasme total. Enfin, la séquence du parrain où il revient en Sicile, c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma, mais c'est en même temps vraiment... c'est pas la même terrasse, mais on a la séquence où ils attendent en terrasse. Et en même temps, cette scène-là, elle n'aurait jamais pu être filmée par un Italien. C'est vraiment un Américain exilé italien qui filme, je veux dire, dans le parrain. Hein, je veux dire, hein, c'est vraiment un truc qui est de l'ordre du fantasme absolu, quoi. C'est complètement. Et je pense que dans cette scène-là, il y a aussi ça. C'est que c'est vraiment un Américain qui filme l'Italie et qui filme l'Europe. Et c'est un truc qui est un fantasme total, mais qui en même temps, comme beaucoup de fantasmes, veulent dire quelque chose, quoi. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une dialectique qui est hyper forte entre... On filme, alors, mine de marbre, je crois que ça se dit pas, mais en tout cas, une carrière de marbre. Et les scènes sont géniales, c'est qu'on voit à la fois un paysage, donc l'évidence même d'un rapport au monde où on filme une montagne. Et on voit aussi... des formes géométriques dedans, parce qu'on taille les blocs de marbre de façon géométrique. Et voilà, les carrés et tout ça, ça n'existe pas dans la nature, quoi. C'est un truc qui n'existe pas. Et c'est une pure construction humaine, le carré. Et en fait, tout le projet du film est là-dedans. C'est que tu as vraiment ce truc-là. Et après, ça va dérouler dans des galeries de marbre où tu as une fête qui est génial. Alors, j'imagine, ça fait quelques temps que j'ai pas vu de film de Fellini, mais ça n'a pas pu, mais enfin ça m'a évoqué ce genre de truc, de scènes un petit peu très onirique, très à la fois hyper incarné et hyper onirique, où voilà, ça picole, c'est complètement improbable de faire des fêtes là-dedans. L'acoustique n'est pas la bonne. Tu dis ils écoutent de la musique dans une carrière de marbre, ça fera pas le son là, hein. C'est sûr que non, ça sera pas pareil. Mais il y a un truc où oui, c'est aussi le fantasme d'un rapport à la fête, ou à une sorte d'humanité qui ferait communion dans une fête, dans la danse ou je sais pas quoi, qui est une sorte aussi de quête d'absolu, qui rentre en contradiction avec ce truc très matériel, très immuable qui serait la roche là, qui serait là. Et tout le projet, c'est un peu ça, quoi. Faire communier, faire correspondre la matière avec une sorte qui serait quelque chose qui serait une sorte d'émanation de l'âme. Moi, alors, je délire complètement là-dessus, mais je me dis c'est quand même le projet du film, quoi. C'est une séquence vraiment
non seulement elle est importante dans le récit, parce que là, comme on en parle, on pourrait penser que c'est une parenthèse enchantée presque, sauf que évidemment ça se termine par un acte odieux qui va transformer tout le récit et entraîner aussi la fin de ce récit justement. C'est ça qui est assez brillant, c'est-à-dire que et on va pas forcément s'attarder plus parce qu'il faut qu'on parle de Vincent Lindon après, mais le fait est que voilà, cette séquence pour moi représente assez bien en fait ce que le film peut proposer ou provoquer en tout cas chez le spectateur. C'est-à-dire qu'il y a pour moi un vrai talent d'écriture. Cette séquence-là elle le représente très très bien, c'est-à-dire qu'elle est particulièrement bien amenée. En termes de mise en scène, comme on l'a dit, il y a quelque chose d'assez fulgurant qui se passe, et en même temps elle entraîne des choses, c'est-à-dire qu'elle est pas gratuite, et quand bien même d'ailleurs elle serait gratuite, c'est-à-dire que ces moments de fête on pourrait s'en passer, mais non, il arrive à créer quelque chose, et en fait de retrouver ça au cinéma, c'est là où je voulais en venir au début de l'émission. C'est que même si on peut avoir des reproches à faire sur le film, tout n'est pas parfait, et sans doute qu'il y ait des choses à reprocher au film, mais le fait est que cette capacité ou ce talent même à proposer ce genre de séquences, de scènes et d'écriture, c'est suffisamment rare sans juste se contenter de ce qui se passe en ce moment, mais dans le cinéma suffisamment rare pour dire bah oui, non, là il y a un vrai talent en fait quelque part, et ce film est vraiment réussi. Il ne s'agit pas de crier au chef-d'œuvre ou de dire que c'est un classique instantané, mais le fait est que bah oui, c'est je pense il y a un vrai truc qui se passe en moi fait. Je pense que le film est monstrueux, mais qu'effectivement il n'est pas il n'est pas si poseur que ça. Enfin, il suffit. Moi, j'ai encore revu quelques scènes, mais tu as des scènes de pur dialogue. Enfin, le film est très romanesque. Sans être dans le champ de contre-champ, j'ai vu des gens reprocher au film de faire uniquement soit une contemplation d'un paysage et puis des champs contre champs. Et c'est pas vrai. Il suffit de regarder une séquence de dialogue, et en fait, tu as un vrai regard de mise en scène, justement, et une vraie capacité justement à gérer ce hors-champ. Le hors-champ dans le film est énorme. Toi, tu évoquais justement les camps de la mort qui sont le hors-champ ultime, mais au-delà de ça, en fait, il y a énormément de hors-champ qui génèrent énormément d'histoires et d'émotions en fait dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un vrai talent de mise en scène pour moi dans le film. Il suffit d'évoquer par exemple les agressions sexuelles, parce qu'il y en a quelques-unes dans le film. Il y en a beaucoup même. Et voilà. Il y a même un gros tropisme là-dessus. Non mais a priori il est. Mais justement, j'ai trouvé qu'elles étaient très très bien gérées entre guillemets, c'est-à-dire que ça aurait pu être un film presque insoutenable à voir si on nous montrait justement toute sa crudité, tout ce qui se passait, que ce soit la scène du viol en effet terrible dans les mines, là, comme elle se passe, c'est pas qu'elle est acceptable, mais c'est qu'il rend pas le film insoutenable, ou le hors-champ avec justement le fils du producteur avec la nièce, où là pour le coup la scène est coupée, on saura jamais ce qui s'est passé, mais bon, tu doute bien qu'il y a un truc. Mais je pense que c'est il y en a d'autres comme ça. Ouais. Et en fait, c'est pas tellement de la pudeur pour moi, c'est juste le fait de respecter un petit peu le spectateur. Et c'est ça qui m'a plu justement et qui me fait penser que c'est pas un film de poseur complètement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai respect du spectateur, de dire c'est bon, t'as compris ce qui peut, ce qui peut se passer. C'est pas la peine que je rentre dans des détails dégueulasses. Je ferai durer les scènes que je peux faire durer, pour que justement le récit, que tu continues à la suivre et que tu sois capable toi-même en tant que spectateur pour moi il y a une vraie reconnaissance du spectateur de la part du bonhomme. Je pense que t'as vraiment, je pense, en tout cas une sorte d'économie de récit qui fait que après bon, il y a sûrement des gens qui se sont fait chier, on sait qu'il y a des gens qui se sont fait chier, mais moi j'ai l'impression que quand même il se passe beaucoup de choses. C'est pas qu'il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses en termes d'action dans le film. Et je pense que c'est quand même une vraie gageure. Si je le compare à There Will Be Blood, il se passe vachement plus de films, d'action là-dedans en termes romanesques que dans There Will Be Blood, qui reste un film d'idéologue quelque part, quoi. Moi je sais que voilà, au bout d'un moment je détestais la première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est complètement grotesque, la scène où il se retrouve avec le
le curton, là, enfin le cul béni. Bon, maintenant, au fur et à mesure que je vois le film, je me dis, non, c'est les meilleures scènes du film. Au bout d'un moment, le reste, c'est pas très intéressant parce que les personnages, on s'en fout, quoi. Et là, j'ai quand même l'impression que, en termes romanesques, ça déroule et c'est chouette, quoi. Si on veut un peu de temps pour parler de Vincent Lindon, il faut qu'on fasse une petite pause. Donc, le Brutaliste de Corbett, lui, il est toujours disponible au cinéma, notamment à l'Arvor à Rennes. On écoute rapidement Vincent Lindon et juste après, on parle de Cœur sanglant. Tu es sérieux ou non? J'ai pas vu Equalizer, non? Mais c'est dingue. Vous regardez pas ces films-là? T'as pas vu Equalizer avec Denzel Washington? Non. Donc tu vas rentrer, tu vas aller sur Netflix, tu vas taper Equalizer, E-Q-A-L-I-Z-E-R. C'est un ancien Marines et il a promis à sa femme qu'il allait lire 100 livres dans sa vie. 100 livres. Et il est chez lui, il descend au café, il prend un bouquin dans sa bibliothèque. On entend les bruits des voitures de flics et tout ça. Là, il marche le long d'un grand pont. Et il y a une voiture qu'on voit au loin, c'est fou le cinéma. Tu vois 2 phares et tu sais que c'est là le danger. Il y a une voiture qui arrive, s'arrête, et il y a 4 mecs qui sortent. Et comme ça, qui font un peu bibilishka, bibilishka. Leur dégage et tout. Ils sont là avec des têtes de mort, tout. Des tatouages, des couteaux, des tire-bouchons, des Santiago Bourleton. Là, on se dit, il va se fâcher. Il n'est pas content de Washington, il n'est pas content. Mais tu sais d'où il vient. Tu sais que c'est Equalizer. Il s'approche, là il y a un mec qui sort et là ça part. Après et truc. Et là c'est une boucherie. Il prend le tire-bouchon. Ici, tire-bouchon. Il sort là. C'est le mec le plus fort du monde. Et après, il va tuer tous les mafieux de la rue, tous les mafieux de la ville, et après il va niquer toute la Russie. C'est c'est un chef-d'œuvre, Equalizer, mais revois-le ce soir. Et après il y a Equalizer 2. Et moi c'est mon rêve en fait. Je parle français, mais j'aurais été américain, ça aurait été un délire, quoi. Ces rôles-là, j'en aurais fait, forcément. À l'instant, c'était un extrait de Cœur sanglant. Avant de passer la parole à Antonin, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué quand même sur The Brutalist qu'en souterrain, quand on a affaire justement à un mécène comme ça et un créateur, on ne peut pas s'empêcher de penser au cinéaste lui-même et à ses producteurs. Et ce bâtiment qu'il crée, qui est censé être quand même plusieurs bâtiments en un, on peut pas moi j'ai pas pu m'empêcher de penser quand même à un moment à ce cinéaste qui essaye de mélanger, de faire plusieurs films à la fois, voilà, vous voyez bien un peu où est-ce que je veux en venir. On peut pas s'empêcher de voir l'autoportrait du cinéaste. On se dépêche quand même parce qu'on a peu de temps et qu'on voulait en parler du Cœur sanglant, donc ce documentaire qui est disponible sur Arte, toujours en replay d'ailleurs, je vous invite à y aller rapidement. Donc un portrait de Vincent Lindon fait par un réalisateur qu'il avait déjà rencontré en 2012 pour un précédent documentaire que je n'ai pas vu malheureusement, et je serais curieux de voir ça d'ailleurs. Ah, ça je ne sais pas. Ah bah tu voilà. m'apprends quelque chose. Écoute, parce que ces deux réalisateurs dont j'ai oublié le nom, alors, bien y a évidemment. Thierry quelque chose et Alban de Mazière. Merci Antonin, qui sont des habitués en fait des documentaires télé. Ils ont fait sur Rocco Siffredi, sur machin, et sur Vincent Lindon déjà en 2012, ou sur des enfants qui font du hip-hop. Et là, et bah voilà, justement, ils ont eu accès à la fois à la personne de Vincent Lindon et puis aussi justement à lui, ses vidéos qu'il fait. La seule chose que moi je voulais dire, et après, évidemment, je te laisse parler. C'est que j'ai été assez fasciné par l'objet, bien évidemment, par le portrait du bonhomme qui se livre avec tout ce qu'il peut y avoir de plus abominable en lui, en fait. Ce qui me fascinait, c'était leur volonté à tous, je pense, parce que c'est aussi une volonté de Vincent Lindon, comme des réalisateurs, d'isoler forcément ce personnage, cet acteur, en fait. À tous les moments. Alors, bien évidemment, en interview, il est seul et on va faire un gros plan sur lui. Mais dans les images qu'on va utiliser, que lui a pu filmer lui-même, ces images où il est seul, à se plaindre d'ailleurs que ses amis ne lui répondent pas et qu'il est obligé de manger tout seul dans un bar, dans un restaurant. Mais y compris quand on va filmer, par exemple, à une cérémonie comme à Cannes, où il est président du jury, plutôt que de le prendre en image avec les autres membres du jury, on va le prendre en image uniquement quand il est seul sur scène pour se présenter. Il y a vraiment une volonté
très importante et vraiment affirmée de montrer un homme seul, coûte que coûte, toujours seul, et personne ne veut être avec lui. Et en même temps, quand tu as passé 1h30 face au documentaire, tu dis j'ai pas forcément envie de passer un peu de temps avec lui. Mais je pense que ça, en fait, ça doit être la condition sine qua non, parce que je pense que si tu montres Vincent Lindon avec qui que ce soit, toute ton identification de spectateur, elle s'écroule. Parce que tu te dis, c'est pas possible, quoi. Il est trop chiant. Et on peut supporter Vincent Lindon quand il fait son show, et que ce soit dans les films ou ailleurs. C'est-à-dire que Vincent Lindon absorbe tout autour de lui, ne serait-ce que dans sa filmographie, quelque part. En tout cas, au moins dans les 15-20 dernières années. Il faut voir. Moi, j'ai pas tout vu de Vincent Lindon depuis 15 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film. Mais j'en ai vu un paquet quand même, parce que forcément, dans le registre du cinéma d'art essai, il y a eu un paquet de films. Je sais qu'il y a quelques temps, il a fait un film qui s'appelle Le Chevalier Blanc avec Joachim Lafosse, très grand cinéaste, complètement dont on n'entendra plus parler, et puis tant mieux. Et on a envie de dire, voilà, Chevalier Blanc, ça pourrait être le nom de tous les films, des films de Vincent Lindon depuis 20 ans. C'est le Chevalier Blanc, c'est celui qui incarne une sorte de droiture dans un monde absolument corrompu, en tout cas qui incarne une sorte de forme d'idéal démocratique, quand bien même cet idéal est mis à rude épreuve, qu'il peut subir une sorte de chemin de traverse, mais il y a quand même toujours contrition, et à aucun moment la figure de Vincent Lindon comme boussole morale n'est entachée, quoi. Et je me permets pour rappeler, parce qu'on a assez peu évoqué nous les films de Vincent Lindon, parce que ça nous intéresse pas forcément, à 2-3 exceptions près. La dernière, c'était notamment avec Alain Cavalier, Oui. qui n'est jamais évoqué évidemment dans le documentaire, mais pour Pater, où justement le personnage Vincent Lindon était déjà présent, parce qu'il nous avait permis à nous de le découvrir. Moi je connaissais pas Vincent Lindon avant, et là pour le coup ils ont trouvé dans un rôle, c'était un documentaire où il devait jouer quelqu'un, mais justement il se faisait embarquer justement par son hubris, à se dire à un moment, on aurait dû passer de ça d'ailleurs, de dire mais pourquoi on m'a pas demandé moi alors que je suis Premier ministre. Ils se rendaient pas compte que non, il n'était pas Premier ministre, qu'il était qu'acteur. Avant ça il avait quand même joué avec Sautet ou en fait, Benex, parce que là il se plaint dans le film, dans le documentaire, de jamais avoir été appelé. Mais après, il y a des sorties de route, parce que Vincent Lindon, par exemple, c'est un des acteurs, non pas de prédilection, mais qui a tourné pas mal avec Claire Denis, par exemple. Ça date il n'y a pas si longtemps que ça. Il a fait un film que je n'ai pas vu, mais Salauds, où il jouait avec, dans Les Salauds, et qui jouait avec Juliette Binoche. C'est le dernier film de Claire Denis dans lequel il a joué. Vendredi soir, avec Claire Denis également. Voilà, il a fait Titane aussi, que je déteste, mais qui est quand même quelque chose qui ne correspond pas. Mais bon, il grogne et tout ça, mais bon, voilà. Ça, mais c'est les meilleurs moments presque, tu dis, quand il grogne. C'est quand même ces moments-là où tu dis, t'as raison de dire que voilà, le film fait le vide autour de lui, mais t'as quand même l'impression que le gros de la carrière de Vincent Lindon, c'est quand même de faire le vide autour de lui, malgré quelques rares exceptions où effectivement, pour Titane, moi j'aime pas du tout le film, mais c'est vrai que c'est pas Vincent Lindon qu'on voit à l'écran. Je veux dire, le public de Vincent Lindon va être bien en peine de reconnaître le Vincent Lindon acteur qui incarne. L'année précédente, il a eu un prix pour la loi du travail. Il a eu du travail, la loi du marché, je crois que c'est la loi du marché, pareil, c'est ça. Bon, la même chose évidemment. Mais bon, en tout cas, effectivement, le film Cœur sanglant est hallucinant. T'as quand même quelque chose qui a une différence de spectateur qui est quand même assez folle, où tu navigues entre la détestation un petit peu rigolarde et en même temps l'apitoiement, la profonde sympathie devant une forme de fascination quand même, fascination totale, c'est ce qui l'emporte, un personnage particulièrement honnête sur sa personne, conscient de tous ses abus mégalomaniaques ou autres en fait. Et il y a une forme de fascination par rapport à l'honnêteté qui transperce de tout ça,
et d'avoir l'impression d'avoir Travis Bickle en fait qui se livre comme ça face à la caméra en fait. Ouais, après je pense que c'est plus que tu vois, Travis Bickle, c'est tout de suite ça met un côté psychopathe dessus. Je pense que ça serait, faut pas foutre ce genre de rêve dessus parce que tu dis non, c'est juste un ego monstrueux qui navigue entre un truc hyper de mégalomaniaque et un truc de détestation de soi-même qui est assez dingue à regarder et que le film nous livre un peu comme ça. Et en même temps, avec tous les extraits qu'on peut mettre pour en témoigner, où tu te dis, putain, il y a quand même un côté un petit peu, je sais pas, un peu marrant, ou un peu striptease, ou je sais pas quoi, de se dire, putain, c'est marrant. Mais il y a une mise en scène qui fait en sorte qu'il y a une musique, une mise en scène qui renforce l'aspect sombre, dur en fait de cet apitoiement en fait. Moi qui m'a pas poussé à l'amusement, qui m'a poussé à m'investir, mais pas à m'amuser en fait. J'y ai vu vraiment, très honnêtement, un personnage en détresse. Et c'est la volonté clairement du film. De toute façon, la mise en scène fait qu'on te pousse à avoir, alors peut-être de l'apitoiement, ça dépend après de ton regard de spectateur. Et chacun est libre de ressentir les choses qu'il veut par rapport à ce personnage. Mais cette mise en scène te pousse en fait du documentaire, te pousse à y voir quelque chose de sombre, de désespéré, et de malade, je pense. Et c'est ce qui est fascinant. C'est ce qui rend l'objet fascinant. Pourquoi est-ce qu'on va regarder 1h30 Vincent Lindon, qui, comme il le dit lui-même, est pas un acteur qui va changer les choses. Et ces films ne vont pas changer les choses. Et depuis, en effet, quasiment 20 ans, il a fait aucun film dont on a parlé dans notre émission ou qui moi m'intéresse. C'est bien la preuve. Mais voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on va regarder pendant 1h30 ça ? Parce que la mise en scène nous pousse à plonger en fait dans les méandres d'une personne, qu'il soit acteur ou pas. À la limite, Vincent Lindon, vu qu'on voit aucun extrait de film en plus, et que voilà, mais on plonge dans les méandres d'une personne qui est convaincue que c'est pas de la merde en fait, et il en est conscient, et il a un regard sur lui-même qui est fascinant. Et ça lui plaît pas, en fait. Il est conscient de son regard, il est conscient de ce qu'il fait, et ça lui plaît pas. Et en même temps, il continue de. Mais en fait, c'est typiquement, c'est le vanity project ultime. Mais sachant que il n'y a pas de bad buzz, quoi. C'est juste qu'en fait, c'est vraiment, c'est quand même un film de toute façon qui a la gloire de Vincent Lindon. Non seulement parce que il peut montrer à quel point c'est quand même un personnage qui peut être assez majestueux dans ses élans et qui en même temps qui a une présence, mais en tout cas et qui aussi peut se montrer plus bactère, un peu ridicule et tout ça, mais par contre à chaque fois ça sera un film qui va être centré autour de l'ego de Vincent Lindon. Et moi je serais assez curieux de savoir le making of de ce film là, mais tu dis je ne sais pas ce que les réalisateurs ont pu faire, si tu veux, quoi. C'est qu'à bout d'un moment tu te dis qu'est-ce que c'est le contrat. C'est qu'à un moment ils disent on va faire un portrait de Vincent Lindon pour Arte, on fait un 52 minutes, Vincent Lindon dit oui, et Vincent Lindon il doit dire au bout d'un moment d'accord, ok, bon vous filmez là, ok, bon d'accord, mais vous filmez, non mais moi je vais plutôt vous passer les images de mon téléphone portable, et puis en fait là non, j'ai pas envie que vous me filmiez là. Et puis en final, je vais quand même plutôt faire un monologue caméra. Donc en fait, et puis ça sera pas un 52 minutes, c'est un 1h20. Et c'est très drôle parce qu'en fait, tu dis c'est un film de Alban Terray et Thierry Mazières et Alban Terray, et avec la participation de Vincent Lindon. Et tu regardes le film, tu dis non mais c'est un pur film de Vincent Lindon. Et puis aussi en le voyant, parce que je sais pas si tu te rappelles de Pater, moi dans Pater j'avais découvert que Vincent Lindon avait des tonnes de tocs.
de tic. Oui, moi Et, je savais, je savais pour pas. être plus jeune que toi. Ils sont pas présents dans le plus film. vieux que par toi et exemple. d'avoir vu Alors, ça. et peut-être qu'ils ont disparu, qu'il en a plus. Hein. C'est possible en fait qu'il est. Ah non, dans le film, on les voit à fond quand même. Bah, pas autant Ouais, que quand même. dans Pater, justement. Ah, Dans- si, Pater, attends, pour ouais. moi, était le documentaire Hmm. parfait sur Vincent Lindon, en fait, où je découvrais Vincent Lindon, en fait. Hmm. Et en revoyant ça aujourd'hui, en effet, comme tu le dis, et c'est écrit au générique de fin, hein, c'est aussi mis en scène par Vincent Lindon. Ouais, C'est-à-dire ouais. que la façon dont Hmm. il est prêt à se montrer, et il a envie de se montrer comme quelqu'un, en effet, de seul. Et cette fascination, on a pu entendre dans les extraits, pour des personnages comme celui de Macaulay dans Hit, ou pour celui dans Taken de Liam Neeson. Je de pense qu'il Denzel est- Washington dans Equalizer. Voilà, Hmm. il a envie d'être comme ça. Et en effet, j'ai l'impression de voir une bande démo presque pour un réalisateur, pour que Luc Besson lui propose enfin son Taken à lui. Et il serait très bien. Je suis Oui, sûr que mais ça même fonctionnerait pas très tant que bien. ça. Tu dis, Parce que, ouais. Pater, ça lui convient pas en fait de Mm. faire Pater. C'est pas ça qu'il a envie de faire. Lui, il a envie de faire Taken. Mais c'est ce en qu'il fait. dit, en même temps c'est pas vrai, mais en même temps c'est tout l'intérêt du film, c'est qu'il fait que de dire des trucs et on sait que nous c'est pas vrai, et de toute façon lui-même dit de toute façon c'est pas vrai. Voilà, il va faire que de dire genre le monde il se tournerait pas mieux sans moi, et en même temps je sers à rien. Donc il fait que de dire tout et son contraire, et c'est fascinant quoi. Et voilà, mais ceci dit, à la limite, moi je trouve le film fascinant et incroyable. Et j'aimerais bien que sa filmographie soit à la hauteur même Oui, d'accord. de la persona qu'il peut développer là-dedans, qu'il y ait autant d'ambivalence, d'ambiguïté, de violence, de paradoxe incroyable que dans ces films qui sont à chaque fois d'une platitude incroyable. Alors, Quoi. t'as vu le dernier en date toi, Et le justement. dernier, oui, qui s'appelle Jouer avec le feu, est une catastrophe justement pour ça. Enfin, c'est une catastrophe. C'est des films qu'on peut regarder sans problème. C'est un pur téléfilm. Mais ce qui est vraiment navrant, c'est qu'à chaque fois, voilà, là, c'est un film où Vincent Lindon incarne un père de famille, démocrate, syndicaliste, de gauche, et dont malheureusement un de ses deux fils commence à fricoter avec le Front National. Et ce qui est taré, c'est qu'à chaque fois, on rejoue le même truc, la stature du pater, Vincent Lindon, dont on sait très bien qu'il incarne une sorte de droiture, par rapport à un fils dont on sent que il s'éloigne de la ligne de machin, de la ligne qui est incarnée par Vincent Lindon, hein, la ligne de la démocratie et de la droiture morale, du mensch. Et sauf qu'en fait, il passe complètement à côté d'un sujet qui pourtant, qui devrait être un des sujets hyper importants traités par le cinéma social, par la dimension sociale française, qui est oui, il y a des gens qui sont en train de glisser dangereusement vers des idées complètement nauséabondes d'extrême droite, mais qu'à aucun moment le film, en tout cas, ne prend en compte cette dimension-là. On pourrait très bien imaginer le film, ça serait le même film si juste son fils était en train de glisser vers la petite délinquance. Ça serait exactement le même film, parce qu'à aucun moment, la dialectique, toute l'espace de discussion, sans dire, voilà, il ne faut pas parler d'espace de dialogue ou je ne sais pas quoi, dans le film, ne prend en compte cette dimension qui est où tout le monde en panique avec ça, et moi le premier, de dire mais quand tu parles avec quelqu'un qui est en train de sombrer dans le complotisme, dans l'extrême droitisme, et tout ça, tout ce truc, moi qui m'habite, non pas au quotidien, mais à chaque fois que tu te retrouves devant des situations pas possibles, les gens disent ouais, on a beaucoup exagéré avec Le Pen, c'était quand même un beau personnage. Tu dis, ce truc-là, il faut le filmer, il faut le documenter aussi, il faut que la fiction s'empare de ça. À aucun moment, la fiction de ce film s'empare de ça. Et ça ne sera pas celui-là qui le fera. Il est malheureusement temps de se quitter. Donc, Cœur sanglant, avec et pour Vincent Lindon, est disponible sur le site Arte. Comme The Brutalist est disponible toujours à l'Arvor, vous pouvez y aller et vous pouvez retrouver cette émission en podcast, évidemment, sur le site de Canal B. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir écoutée. Vous pouvez la retrouver en podcast, encore une fois, comme toutes les autres, sur le site de Canal B, et puis retrouver les liens vers tous les sites de réseaux sociaux que le docteur utilise. À très bientôt. On se quitte avec The Brutalist et on se retrouve très bientôt. Ciao.
Des bisous. Do you want to kill us? I'd get out of the car and march all the way back to Manhattan if I could, you egotistic scoundrel. There is no reason for me to be here. I'm here for you. I could do my ridiculous job anywhere. Do you think I went to university to write about lipsticks? Shame on you. We came here because it was our only option! Attila was here. No, you refuse to see. Ask him about that! Ask him! Did he tell you he kicked me to the street like a dog? Did he? Bitch 5. He accused me of making a pass at her. You would never do that. I did not do that. Then why would she say such a thing? Because they do not want us here. Of course Attila wants us here. Not Attila. Then who do you mean? The people here. They do not want us here. Audrey, Attila's Catholic wife, does not want us here. She does not want us here.